Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Le 30 août 2023, un coup d'État militaire qualifié de coup de libération par ses instigateurs mettait fin à 56 ans de règne de la dynastie Bongo au Gabon, porté par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien pilier du régime d'Ali Bongo. Le putsch promettait une transition vers un ordre constitutionnel inclusif après des décennies de corruption et d'autoritarisme. 19 mois plus tard, le même Oligui Nguema est déclaré vainqueur de la présidentielle du 12 avril 2025 avec 90,35% des voix face à 7 challengers dont l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo, Alain-Claude Billy Bizier. La promesse de rendre le pouvoir aux civils s'est muée en une candidature triomphale saluée par une participation de 70,4%, alimentant les craintes d'une légitimation des coups d'État en Afrique. Comment un homme formé au sein du système Bongo, dont il a protégé les dirigeants pendant des années, parviendra-t-il à incarner la rupture? Le Gabon de Brice Clotaire Oligui Nguema pourrait-il parvenir à une démocratie renaissante ou un autoritarisme repensé? Les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, on parle de ces délestages dans la ville de Douala. Déjà une semaine que Bépanda, lieu-dit Mala, est sans électricité. La situation vécue dans ce quartier du 5e arrondissement de la ville provoque colère et révolte au sein de la population, exaspérée par cette coupure de courant inédite de près d'une semaine. Certains habitants ont bloqué des axes routiers pour exiger le retour de l'électricité. Dans la foulée, femmes enceintes, nouvelles mamans ménagères dénoncent une situation catastrophique qui les oblige à débourser au moins 200 francs par jour pour recharger leur téléphone. Et dans le secteur économique, cette fois, une agence de voyage opérant dans le quartier connaît, quant à elle, une chute drastique de sa clientèle, faute d'absence d'énergie électrique pour mener à bien ses activités. Le reportage de Jiré Sazangué et Vendredi Marquez. Je veux faire comment mes enfants? Pardon, envoyez-nous la lumière. Envoyez-nous la lumière. Close to a week of power blackout, the residents of Bipanda Mala neighborhood in the Douala 5 subdivision temporarily blocked the road to express their discontent. Pregnant women, breastfeeding mothers and housewives are among those severely affected. On est là, mes choses sont tout pourries. Tout pourries. Je suis avec un enfant de 3 semaines, un nouveau-né de 3 semaines. Je dors dans l'obscurité. Voilà comment l'enfant fait. Mais c'est trop. Moi, je viens d'accoucher. L'enfant n'a que 1 mois. Elle dort au sol. Et seulement avec le caleçon, elle ne dort pas, on ne dort pas vraiment. Il faut qu'on voit vraiment ça. Il faut qu'on nous envoie la lumière. Les moustiques et les chaleurs? Les moustiques, la chaleur, on ne dort pas. Business owners reported significant financial losses during this period. Le ndolé que j'ai porté, 4 sacs. 4 sacs, ça me fait 100 000 francs. Le sac de ndolé, maintenant, qu'on soit à manger avec là, c'est 25 000. Tout est gâté. Je ne suis même pas allé au marché. Tout est gâté. Residents in the neighborhood are now paying at least 200 CFA francs per hour to charge their phones. Moi, je paye 200 francs pour charger mon téléphone. J'ai un ami de l'autre côté, quand je parle là-bas, il donne 200 francs pour qu'on charge mon téléphone. Par jour, je me trouve parfois à 2500. Je suis pour ma femme et moi. 2500? Oui, ma femme et moi et les amis. Non, c'est un ami vieux qui dit qu'il n'a pas l'argent. Tu l'aides. Il faut quand même tout ça. De nos jours, on travaille beaucoup plus avec l'électronique. The prolonged blackout has also impacted a local travel agency, resulting in a notable drop in passenger traffic. Et nous avons les problèmes ici. Les passagers nous fuient parce que les bandits cassent tous les quartiers quand les passagers veulent entrer à l'agence. Et nous-mêmes ici, même hier soir, même les bandits sont venus ici nous indexer, même ici hier soir, parce qu'il n'y avait pas allumé, le camion était fini dans le groupe.
le temps d'aller chercher encore le cadavre. Ils sont venus ici nous menacer même la nuit à cause de la lumière. By the time this report was filed, the divisional officer of the Douala 5 subdivision had been briefed on the situation and assured residents that electricity would be restored soon. Dans la région du Nord, département du Mayoré, la succession à la tête de la chefferie de Touboro 1 fait polémique. Des chefs traditionnels du 3e degré accusent le nouveau chef de vouloir créer une supposée chefferie de 2e degré sans avoir consulté le lamido de Rebouba. Ce dernier, pour sa part, affirme plutôt avoir sollicité un arrêté préfectoral pour succéder à son père à la tête de la chefferie de Touboro 1. Dans ce bras de fer, l'autorité administrative semble, selon certains, avoir pris parti pour le camp adverse au lieu de jouer les médiateurs. Le reportage d'Amadou Bello. Une vingtaine de chefs traditionnels en colère à la sous-préfecture de Touboro, dans le département du Mayoré. Ils protestent contre une supposée création d'une nouvelle chefferie traditionnelle de 2e degré dans la ville. Nous, on a attendu que il y a un deuxième chefferie qui est créé. Il est créé par qui, on ne sait pas. Les politiciens véreux de notre localité, ce sont eux qui le poussent à créer la chefferie soi-disant de 2e ou de 1er degré de Touboro. Une version des faits que réfute l'accusé, le maire de la commune de Touboro. Pour lui, la chefferie dont il fait partie de la dynastie revendique juste un arrêté préfectoral après la désignation par le Conseil des notables d'Issa Pascal comme chef du 3e degré de Touboro 1. Il doit d'abord aller à Raï avant de faire allégeance. Pour rien au monde, il ira à Raï parce qu'il veut avoir son arrêté. À ces chefs réunis, le sous-préfet dut avoir reçu le dossier du chef de Touboro 1. L'autorité administrative taxe le chef d'indiscipliné. Lui affirme courir derrière sa tutelle depuis 6 ans. Il ne sera jamais considéré comme chef à l'égard de l'administration que je suis. Il a dit au sous-préfet que si c'est que vous, en tant qu'autorité, vous ne voulez pas me remettre mon arrêté, un autre sous-préfet viendra le faire. Laissez-moi comme ça. Désormais, le sous-préfet, ses chefs, d'un côté, le maire et ses frères de l'autre, se regardent en chien de défaillance. Les semeurs de troubles dans mon unité répondront. Et cette mise en scène est organisée par le sous-préfet, l'autorité administrative même. C'est lui-même là qui est le véritable fauteur de troubles. Si rien n'est fait, dans les prochains jours, ces auxiliaires de l'administration menacent à l'unisson de saccager la chefferie de Touboro 1, source du problème. Ici, les populations redoutent un conflit intercommunautaire. Une situation sur laquelle on pourra revenir éventuellement avec notre correspondant Amadou Bello. Parlons de politique à présent présidentielle d'octobre prochain. L'évêque de Bafoussam sensibilise les fidèles chrétiens de son diocèse. À quelques mois du scrutin présidentiel, Monseigneur Paul Lanty-Queneux, qui se fait de plus en plus remarquer par ses prises de position, interpelle les fidèles chrétiens à exercer leurs droits civiques après avoir mûrement réfléchi sur leur choix. C'était le week-end dernier à Doumelan, dans la région de l'Ouest Cameroun, au cours du pèlerinage auquel ont assisté nos reporters Franck Tasonkin et Loïc Teguer. Reportage. Doumelan, dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam, à l'Ouest Cameroun, un jour de pèlerinage. Dans son homélie du jour, le célébrant, Monseigneur Paul Lanty-Queneux, aborde dans un style unique et appelle les fidèles chrétiens à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et ce que je vous demande maintenant, et je vous donne rendez-vous le 14 août à Ouka, je vous demande de vous assurer que vous êtes inscrits sur les listes électorales. Et le jour-là, en arrivant à Ouka, tenez d'un côté l'entrepain et de l'autre côté la carte d'électeur. L'homme de Dieu, qui depuis un certain temps se fait remarquer au sein de l'opinion publique à travers ses différentes prises de position, interpellations et sensibilisation des citoyens sur des questions précises, recadre certains observateurs de la société au sujet de la récente sortie des évêques à quelques mois de l'élection présidentielle. Il est donc du devoir de l'Église de dire un mot de la politique. Pour certains de nos concitoyens,
le fait que l'Église catholique s'intéresse à la politique en s'impliquant par exemple dans les processus démocratiques leur paraît surprenant. Et là on entend des gens dire, ça vous regarde en... Certains disent à la télé, les évêques doivent. Qui vous a établi d'honneur de leçons en Israël? Monseigneur Paul Lantikeni, évêque du diocèse de Bafoussam, précise qu'il est du devoir de l'Église d'évoquer tout aussi les questions politiques. Avec les autorités, certaines des autorités de notre pays, pour prier pour la paix au Cameroun, on ne dit pas que l'évêque se mêle des affaires qui le regardent. On tient le procureur avec moi, on chante. Et dès que je dis, inscrivez-vous sur les listes électorales, on dit, ça ne te regarde. Dès que je dis, lorsque vous êtes inscrit, surveillez votre vote, on dit, ça ne te regarde. L'homme de Dieu entend élargir sa communication le 14 août prochain, à la veille de l'Assomption. Et un qui a fait le choix de Dieu au détriment des armes, c'est le redoutable chef militaire séparatiste Maréchal Millepattes. Ce dernier a déposé les armes pour embrasser la foi. Rebaptisé évangéliste Ndim Joël, après sa reddition, il a remis à l'État des armes sophistiquées et plus de 2000 munitions. Lors d'une cérémonie conduite par le préfet du département de la Mémé, le gouvernement a offert des motos à d'ex-combattants désormais conducteurs de mototaxis pour faciliter leur réinsertion socio-économique en attendant leur passage au centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Fordani Marquez. Speaking to the press recently after surrendering to the military, Ndim Joël, the repentant separatist warlord known as Field Marshal Millepattes, has found solace in the teachings of the Bible, adopting the name Evangelist Joël. In my spirit and my soul, I give unto God, call Evangelist Joël in Apostolic Church. Yes, I'm here today to surrender myself, truth and in spirit, with all my heart. The former separatist general and his aide were publicly presented at the senior divisional officer's office, where the SDO called for forgiveness, urging the community, particularly commercial bike riders, to pardon their former colleagues' past atrocities. In love and the spirit of forgiveness, please forgive them. Okay? Yes, sir. During the presentation, Chamberlain Tuondong, the Meme SGO, revealed that the state has provided 2 bikes to facilitate their reintegration into society while they await processing at the DDR center. The bike we offer to him today is for him to move freely in the sensitization of the remaining in the bushes and other in town. But the most important with the bike is that leaving the SG office before getting to Bisay Junction, you're going to have already is 1,000 in the pocket for him to go and sit around Total Bonjour to eat goat meat pepper soup and drink anyang. That means the bike is an immediate job that the state is giving to them. A large haul of sophisticated weapons, including nearly 2,000 bullets, was also showcased, highlighting the extent of the separatist general's arsenal. I can say today that we have saved at 80% our Okada riders going to Mbonge, at 80% our Meme population, because see, more than 1,000 bullets. 1,000. Let them continue to advise those remaining in the bushes, and do what he said, to come back home, to come and hand their weapon to the administration for them to be free. The reformed warlord urged his former comrades to lay down their arms, echoing the Meme SDO's appeal for separatist fighters to heed the head of state's call and abandon violence.
Également dans l'actualité, au Gabon précisément, le président élu promet de restaurer la dignité du peuple et de récupérer les fonds volés. Proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avec 90,35% des voix Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé vouloir consacrer son mandat de 7 ans à la restauration de la dignité gabonaise et au recouvrement des fonds détournés. Cette déclaration intervient après la publication des résultats par le ministère de l'Intérieur dimanche dernier. À l'issue du scrutin du 12 avril, son principal rival Alain-Claude Billy Binzier, arrivé deuxième avec 3%, a dénoncé des irrégularités pointant notamment des manquements dans la sécurisation des bulletins vierges. D'autres précisions dans cet élément de Fandrine Marquez. Following his resounding victory over the weekend, Gabonese coup leader Brice Clotaire Oligui Nguema has promised to restore dignity to the Gabonese people. In an interview with the media, Nguema declared that his administration's foreign policy has been successful since taking power, highlighting increased international engagement and diplomatic achievements. Demain est un jour de travail. Nous devons désormais tourner la page de l'élection présidentielle. Notre pays est en chantier. Je vous invite à reprendre vos activités professionnelles dans cette 5e République que nous appelons de tous nos voeux. Soyons des bâtisseurs de paix et de justice. Que Dieu vous bénisse. According to the Interior Minister, Nguema secured 90.35% of the vote, while his main rival, Alain-Claude Billy Binzier, gathered 3.02%. Over 7 out of 10 registered voters participated in the poll, which authorities and observers praised for being transparent and peaceful. However, the runner-up expressed concerns over irregularity, particularly claims that unmarked ballot papers were not stored securely, potentially allowing ballot box stuffing. Et un mot en culture avant de refermer cette première partie du Grand Plateau. L'artiste musicien Sissoul livre une prestation XXL au Palais des Congrès de Yaoundé. Le week-end dernier, il a marqué l'histoire de la scène musicale camerounaise en présentant son tout premier concert live sur le territoire national. Dans une salle comble et devant un public majoritairement féminin, Sissoul et ses mélomanes ont chanté en chœur chacune de ses chansons. Une soirée de communion rehaussée par la présence d'artistes tels que Loco, Ténor. D'ailleurs, l'auteur de Charlène, Je tombe aussi, Koulos, se positionne désormais comme l'un des fers de lance d'une nouvelle génération, redéfinissant le spectacle live au Cameroun. Retour sur cette soirée avec Sébastien Oyébé, Julien Bapungué et Théo Danto. 6 ans et déjà au sommet de son art, l'artiste musicien Sissoul, pour son tout premier concert live au Cameroun, embrasse le Palais des Congrès. J'ai fait tout ce que j'ai fait au jour d'aujourd'hui pour des moments comme celui-là. On a vu que le public peut nous donner de l'amour et on va utiliser cet amour comme carburant pour leur en donner plus de musique. Un public majoritairement féminin s'est laissé emporter, chantant à l'unisson chaque titre, transformant la salle en une immense chorale. Franchement, j'étais ému chaque fois qu'il s'arrêtait, il regardait le public et il se disait... Sûrement dans son cœur, je suis arrivée à ça. Super concert électrique, très électrique, de la première à la dernière minute. Personne ne s'est ennuyé, c'était parfait. Les bons moments pour exprimer ce que je ressens et le moment que nous venons de vivre. Vraiment, Sissoul, on a passé un moment excellent. Annoncé complet 2 semaines avant, le concert a aussi accueilli d'autres figures de la musique camerounaise, comme Loco et Ténor. Pour moi, c'est une consécration et une leçon et ça fait plaisir de voir que le public est chaud, l'artiste est chaud. Il y a la qualité de tous les niveaux et c'est super. Étaient aussi présents à ce concert des peoples et des personnalités politiques. Lorsque l'opportunité m'a été donnée d'être là pour l'encourager, je l'ai saisi, voilà. Et je ne peux que l'encourager.
Sissoul nous a permis de vibrer, de danser, de chanter. Quoi qu'il en soit, il faut avouer, quand c'est bon, ça ne va pas. Après Kossi à Douala, Sissoul confirme qu'une nouvelle génération d'artistes est bien en train de redéfinir les codes du live et du spectacle au Cameroun. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau et on revient naturellement sur cette actualité au Gabon avec l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Pour en parler, Hervé Emmanuel Com, homme politique, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Moussa Njoya est politologue. Bonsoir. Bonsoir. On sera rejoint. Millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation, Moussa Njoya. On sera rejoint tout à l'heure par Philippe Nanga, coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir, et Roland Tapi, éditorialiste à Balafon Média. Mais déjà, Moussa Njoya, je commence par vous. On assiste un peu à ce que le président de la transition, l'ancien président de la transition, aujourd'hui président de la République du Gabon, appelle coup de la libération du Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema, deux putschistes à chef de l'État. Comment, de manière froide, analyser ce qui se passe au Gabon? Est-ce véritablement une libération du pays? Bon, il faut voir les choses sur le plan interne et international. Tout d'abord, il faut savoir que ce qui se passe là était tout à fait prévisible. Parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Quand elle est arrivée, il avait pris le pouvoir et, au lendemain, ou bien à la veille de l'annonce des résultats des élections au Gabon. Il avait promis de remettre le pouvoir aux civils. Il était là pour 2 ans en principe, remettre le pouvoir. Après, il nous a dit que non, les gens l'avaient mal compris. Et quand les Gabonais sont allés, il a mis sur pied une forme de grand dialogue national. Oui. Vous savez, aujourd'hui, ces instances appelées grand dialogue, dialogue inclusif, etc., sont des instances de blanchissement des coups d'État. On dit que le peuple s'est réuni, s'est doté d'une nouvelle constitution, etc. À la fin, il a enlevé le treillis, il a dit c'est mis en disponibilité, il est candidat après avoir nommé toutes les instances en charge de l'organisation des élections, notamment le ministère de l'Intérieur. Parce que le code électoral a été refait, modifier le code électoral, taillé sur mesure, refait la Cour constitutionnelle qui était en charge de valider les candidatures, etc. Donc, il a rondement mené son affaire et il a été élu. Élu sur quel programme? J'aimerais bien vous le dire, parce que les images et tout ce qu'on a retenu de lui, c'est qu'il a passé la campagne à danser. C'était une tournée vraiment musicale et artistique, quoi. Mais est-ce que ça ne participe pas à la restauration de la dignité comme ce qu'il a annoncé? Je ne sais pas si on restaure une quelconque dignité en dansant. Mais mettre au moins les Gabonais en confiance, remettre les Gabonais en confiance. Je ne sais pas si on remet les gens en confiance en dansant, mais moi j'ai la faiblesse de penser qu'on remet les gens en confiance en posant un diagnostic serein de la situation, en proposant des alternatives crédibles à la situation. Le Gabon n'a pas de route, le Gabon n'a pas d'école. Là, j'ai vu qu'il a pris une décision pour fêter sa victoire d'annuler les frais de scolarité dans toutes les écoles. Là n'est pas le problème. Il dit que les parents qui avaient déjà payé peuvent aller récupérer leur argent. Dans cette turnover d'argent-là, vous pouvez imaginer les détournements qui auront lieu, les surfacturations à gauche et à droite, etc. C'est ce genre de décisions impulsives, populistes-là. Ils commencent à faire un peu comme le père Bongo à l'époque, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas, comme je disais tantôt, les alternatives crédibles et les mécanismes de financement. Nous avons besoin de routes. Le Gabon n'a pas de route. Nous avons besoin de routes, on doit les construire, tel nombre de kilométrages, et on va le faire en tirant les financements à tel niveau. Vous avez parlé tout à l'heure de la lutte contre la corruption. Je disais tout à l'heure, le problème c'est au niveau interne et international. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une rupture? Tous ceux qui étaient dans la salle hier, c'était les pédégistes d'hier. Les mêmes qui dansaient avec Ali Bongo et Bongo Père sont là. Toute l'architecture pédégiste et bongoïste est là. Donc on ne pourrait parler aujourd'hui de rupture. Les gens Ping qui se sont reconvertis, la sœur de Bongo, Pascaline,
qui est plus que jamais dans les entrailles du pouvoir. Qu'est-ce que madame, même si elle n'est plus à la Cour constitutionnelle, madame Bouranchou, tous ceux qui ont aidé Bongo, père, à gouverner pendant 40 ans, puis le fils a gouverné pendant un peu plus de 10 ans, sont toujours là. Donc, il n'y a pas de rupture fondamentale à l'intérieur. De rupture par rapport au mode de gouvernance. On a parlé tout à l'heure de danser, faire la fête, etc. Qu'est-ce qui a changé dans l'éthique de vie, tant des gouvernants que des citoyens gabonais? Il n'y a pas. Les relations maintenant internationales, parce que le Gabon est l'illustration ultima ratio de la France-Afrique. En termes de relations totales, etc., Areva, les relations avec l'Élysée, etc. Je pense que l'une des premières personnes à l'avoir appelé, c'était Macron. Donc, on est très loin là du schéma nigérien, burkinabé, etc. Donc, plus que jamais, c'est la France-Afrique qui est restaurée sur ces quatre pattes au Gabon. Donc, il n'y a pas de rupture. On prend les mêmes mécanismes de gouvernance au pifomètre, quoi. Donc, on est un peu content, on prend un décret, on dit que non, vraiment, les péages seront gratuits. Et on compense ça par quoi? On a évalué le coût à combien? Cette gratuité scolaire, entre guillemets, là, et académique. Et c'est comme ça, le père Bongo, les enfants descendaient un peu dans la rue, leur donnent les bourses, ou que doubler les bourses, tripler les bourses et tout. Ce qu'on ne sait pas, le Gabon est en cessation de paiement depuis 3 ans. La réunion du FMI que vous avez vue à Yaoundé, il y a environ 3 mois là, les principaux incriminés, c'était le Gabon et le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, du fait de sa dette dissimulée de près de 3 000 milliards et plus, et de son taux d'endettement qui atteint pratiquement aujourd'hui les 80% du PIB. Et le Gabon, qui est également dans la même situation. Le Gabon aujourd'hui produit quoi pour se permettre les dépenses de prestige d'antan? Donc on est parti là. Premièrement, le système est resté en place. Deuxièmement, les mécanismes de gouvernance gabégistes sont restés là. Troisièmement, l'extraversion néocoloniale est toujours en place. Donc, et dans le système gouvernant, vous n'avez pas une vision claire et précise, à part les beaux pas de danse de monsieur. Donc, de votre point de vue, on ne saurait parler de rupture concernant l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu désormais président de la République. 2 secondes. La seule rupture qu'on peut envisager, c'est que plus que jamais, on a mis au banc les politiciens normaux, quoi. C'est-à-dire et la société civile et la classe politique civile qui était là, tous ont été relégués au calendrier. Vous voyez comment on a exclu M. Ondosa du processus électoral qui était arrivé en principe deuxième derrière Ali et tous les autres opposants normaux qui ont été disqualifiés et qui ont été mis sous le ténoir. Et je peux vous rassurer que M. Oligui Nguema ne va pas lésigner sur la répression. D'abord du fait de son habitus militaire, du fait des moyens de France africaine qu'il va utiliser. Hervé Maniakom, arrêtons-nous un peu sur le score de cette présidentielle, le score notamment du président de la République. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu avec 90,34% des suffrages. On se souvient qu'avant lui, puisque c'est un fils du régime Bongo, Omar Bongo en 79 avait obtenu 99,8% des suffrages. 1986, 99,87%, 98, 66%, 2005, 79% toujours pour Omar Bongo. On se rapproche un peu du taux obtenu par lui quand on regarde quand on regarde la performance d'Oligui Nguema. Est-ce que sur la base de ces chiffres, avant d'entrer même dans le déroulement du scrutin, comment se sont passées les élections, on peut considérer cette élection comme légitime? Madame, vous me posez la question qui devrait être à la fin. Je voudrais partir d'abord des principes que moi je porte dans mon éducation. Par définition, je n'aime pas les potistes. Il faut que ce soit clair. Même si c'est reconverti, c'est en agneau, j'aime pas la rupture de l'ordre républicain. Il peut y avoir des situations révolutionnaires, mais nous sommes là devant une situation de principe. Un ordre républicain a été renversé par un groupe de militaires qui ont promis le paradis et ils se sont reconvertis en changeant d'identité, de vêtements pour faire la politique civile. D'abord, il faut dire, par définition, je suis un républicain et démocrate, j'aime pas les potistes. Maintenant, il y a une question morale aussi.
Il faut que la parole publique soit respectée par les gens, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Je ne suis pas mêlé aux affaires gabonaises, je suis Camerounais fier de l'être. Mais quand vous vous engagez à faire en sorte que vous ne revenez pas, parce que vous avez pris le pouvoir pour, entre guillemets, un temps partiel, avec des armes, et puis subitement, vous passez des loups à agneaux, il y a un problème. Donc quand vous venez commenter les résultats des élections, vous êtes là au bout de la chaîne et je pense que ça n'a pas d'incidence. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est simplement une question de principe, une question morale et qui interpelle nous autres, d'abord les voisins et l'Union africaine. Comprenez? On est là devant une blanchisserie où vous entrez avec des vêtements kaki, vous le sortez avec un costume de pasteur. C'est inacceptable pour le démocrate et le républicain que je suis. Maintenant, dans une population, un collège électoral de 920 000 électeurs, avec les moyens qui ont été déployés, les candidats disqualifiés ou pas, c'est l'affaire des Gabonais. Ils doivent gérer cela. Et pour moi, le commentaire que je fais simplement, c'est que l'Afrique centrale, jusque-là, avait été protégée par ce genre je ne sais pas, de théâtre un peu... je ne sais pas quel est l'auteur que... Pour faire référence au coup d'État. Et je pense que l'histoire retiendra qu'il s'est passé quelque chose qui a été une blessure à la marche vers la démocratie en Afrique centrale et que quel que soit ce qu'on promet, eh bien, il y a eu un événement qui est inacceptable. Le chef d'État républicainement et démocratiquement désigné en prison, on me dit qu'il a voté. Sa femme et son fils et tout ce qui était autour de lui sont prisonniers. Bon, le président dit qu'il est en résidence surveillée, pas en prison. Je viens d'entendre le procès du politologue. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je ne rentre pas dans ce débat parce que ce serait un débat préventif. Mais bon, et fondamentalement, je respecte le point de vue du politologue. Quand on a manqué à la parole donnée, en plus c'est militaire, moi j'ai une partie de ma vie chez les militaires, l'honneur et la fidélité, la suite pose problème. Vous comprenez? Alors que vous voulez commencer à comparer les résultats de Bongo père, Bongo fils et tout cela, je pense qu'il faut respecter les téléspectateurs, leur dire on est là devant un processus qui est nouveau et il faut que les gens qui sont des démocrates et républicains le dénoncent en espérant que ce n'est pas la marche vers l'enfer que le Gabon suit parce que ça nous concerne. Vous savez, la sécurité ou la stabilité de nos voisins est une question de sécurité nationale pour nous, le Cameroun, qui sommes le plus grand pays de la sous-région. Voilà ma position ce soir. Philippe Nanga, Hervé Emmanuel dénonce un peu le processus d'accession au pouvoir, puisque, on le sait, le général Brice Clotaire Olinguema a été l'un des acteurs du putsch, du coup d'État d'août 2023. Mais derrière, est-ce qu'on ne peut pas voir en son élection une véritable expression du peuple? Est-ce qu'il n'aurait pas peut-être subi une certaine pression du peuple qui voyait en lui le Moïse, le sauveur, celui qui est venu vraiment les sortir de la dictature? Est-ce qu'un résultat autre que celui qu'on a aujourd'hui aurait pu être possible? Déjà, je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent, les co-panélistes. Oui, je pense que le président actuel, enfin celui qui est pour l'instant présenté comme vainqueur de l'élection, bénéficie évidemment d'un contexte favorable. Le contexte favorable du fait qu'on avait là une population qui commençait d'une manière ou d'une autre à se sentir mal à l'aise avec une gouvernance, j'ai envie de dire, patrimoniale, une gouvernance familiale. Et donc, quand on a vu la liesse populaire après la prise de pouvoir par les militaires, personnellement, j'ai interrogé les amis, les collègues de la société civile. Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient très contents, ils fêtaient et tout. Je vais vous dire, au sein de la société civile africaine, nous avons une plateforme et ça a discuté. C'était une sorte de dilemme. On ne savait pas, enfin, on ne savait pas.
Il y en avait qui trouvaient que ce n'était pas correct. De toute façon, il faut condamner. C'est un coup d'État, c'est un coup d'État. Mais il y en a qui disaient, ouais, mais c'est peut-être un coup d'État, mais un coup d'État salvateur. Parce qu'il fallait bien quelqu'un pour nous sortir de là. C'était la position, en tout cas, des leaders de nos collègues civils du Gabon. Et la suite, c'est que beaucoup, finalement, quand je dis qu'un environnement favorable, c'est qu'il a, j'ai envie de dire, bien joué le jeu. Parce que la suite du processus, c'est qu'il a éliminé les concurrents politiques qui existaient pour s'entourer des acteurs, société civile, syndicalistes, acteurs de défense des droits de l'homme, qu'il a intégrés dans le système. Et donc, ça aussi était un gros souci pour nous. Parce que, d'ailleurs, à l'occasion, on a perdu un grand défenseur des droits de l'homme, Makona, qui a été coopté dans ce gouvernement. Ça nous a tout choqué. On était un peu perdus. On a bien vu qu'il jouait le jeu. Il y a d'autres acteurs associatifs qui ont bien compris qu'il a essayé d'identifier dans le milieu associatif des acteurs clés et qui ont malheureusement... ils se sont laissés entraîner, on va dire comme ça, et ont beaucoup aidé à lui constituer un environnement favorable. Présentable ou favorable? Favorable pour lui, je veux dire, favorable pour son acceptation. Favorable pour son acceptation par la majorité, parce que la réalité, c'est que les Gabonais estiment que c'est un sauveur. Donc, de manière globale, quand vous interrogez la plupart des Gabonais dans la rue, ils disent « Ah, on en avait marre, peut-être il a fait quelques actions de classe et là, évidemment. » Et les gens, il y a quelques éclairés, évidemment, qui sentent qu'on est là dans un jeu de dupes. Il est clair, d'ailleurs, la constitution qu'il a construite et fait adopter toujours par ses manœuvres, lui ouvre la voie à une sorte de pérennisation au pouvoir. Et donc ça aussi, c'est bien remarqué par des acteurs. Donc, il y a une sorte de dilemme actuellement dans la société gabonaise où il y en a qui te disent « Ok, c'est vrai, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait, mais au moins il nous a sorti, n'est-ce pas, de l'emprise du pouvoir par une famille. Et on va voir pour la suite. » En fait, c'est un peu ça, le regard, l'observance, n'est-ce pas, des acteurs au Gabon. Nous autres défenseurs de la démocratie, évidemment, ça nous pose un sérieux problème. Parce que ça a même amené certains acteurs à s'interroger sur la pertinence. Ça nous a mis en difficulté entre nous parce qu'il y en a qui ont estimé que mais est-ce qu'il faut toujours passer par des voies électorales pour gouverner le pays? Est-ce qu'il n'y a pas de moment où il faut un coup de force, n'est-ce pas, pour reconstituer un État souverain, démocratique et autres? Donc, ça c'est le débat aujourd'hui. Maintenant, c'est clair. Pour nous autres, pour moi personnellement, je pense qu'on est là dans un jeu de dupes. Et l'Afrique centrale, qui malheureusement n'a pas fait bonne figure en matière de démocratie, là encore s'enfonce davantage avec ce qui se passe au Gabon. Ça ne nous sort pas de cette situation, de ce marquage qu'on avait déjà comme une sous-région décalée des autres en matière de gouvernance démocratique. Deux réactions avant de passer la parole à Roland Tapi, avec Emmanuel Combe puis Moussa Ndjoya. Le politologue vous a exposé les éléments de façon télégraphique. Mais je crois qu'il faut un moment assumer les responsabilités, surtout en politique. Au départ, ce qui s'est passé, c'est en fait un coup du palais. Ce n'est pas le régime d'Omar Bongo qu'on a renversé. Et si vous prenez la photo d'aujourd'hui, c'est que vous avez relaté les événements, je crois qu'il y a même des propres enfants de l'ex-président Bongo qui étaient de la fête. À commencer par l'aîné de ses enfants. Pascaline. D'accord? Donc c'est un coup du palais. Ce n'était pas un coup pour remplacer le régime de Omar Bongo, c'était un coup pour écarter une aile de ce régime. Et pour instaurer un autre système. Non, pour prendre le pouvoir géré par une autre aile, toujours de la même équipe. On sortait d'une maison quand même. Non. On sort d'une maison. Non. Ça au moins c'est une réalité. Excusez-moi. Peut-être c'est le même régime, mais on sort d'une famille. Je peux parler? Oui. On ne sort pas d'une famille. Quand la fille de Bongo dit la fête, on n'est pas sorti de chez les Bongo. Et laissez-moi vous dire, je n'aime pas parler de mes relations. J'ai des amis qui sont dans ce pouvoir, à commencer par l'un des plus importants, ministre et même voire premier ministre. L'un d'eux m'a confié, si quelqu'un prend le pouvoir, tu ne peux pas l'empêcher de le garder.
Donc, le producteur a parfaitement raison. C'est un costume sur mesure qu'on a voulu faire la présentation hier en disant qu'il convient bien à celui à qui on a fait les vêtements. Donc, quand on a fini de le dire, je suis au regret de défendre parce qu'il se trouve que moi j'ai grandi en partie avec celui que vous appelez Ali Bongo, que moi j'appelais Alain. Je ne crois pas que vous pouvez sortir ici une liste des gens qui l'aura assassiné ou qui a massacré les libertés au point de devenir un régime où on attendait la libération de Moïse, Jésus le général. Donc je crois qu'il faut aller doucement et je suis donc de l'avis de ceux qui disent que les démocrates ne doivent pas accepter cela. Les républicains doivent dire non. On ne se mêle pas les affaires du Gabon, mais c'est un jeu de palais. Et je crois que si vous l'acceptez, vous mettez des gens dans des conditions d'accepter ce qui est contraire à l'esprit républicain, c'est-à-dire la prise du pouvoir par le vote, par une compétition saine, par une confrontation de programmes et qui ne soit pas dans la duperie ni la tricherie. Mais il y a eu cette confrontation. Oui, Moussa Ndjoya. Oui, je suis heureux de partager un peu la pensée d'Hervé. En fait, le pouvoir dynastique n'est pas un problème de succession biologique. C'est un problème de maisonnée. C'est pour cela que dans les monarchies, on vous peut parler des Windsor, des Habsbourg et consorts. Parce que ce n'est pas une personne. Et dans ces familles-là, il y a souvent des guerres de succession, des groupes d'intérêt, des guerres de succession. C'est pour cela que sous l'Ancien Empire, il y avait ce qu'on appelait les apanages. Ça veut dire que lorsque un prince devenait roi, il donnait des domaines royaux en libre administration à certains de ses frères qui n'avaient pas pu accéder au trône pour pouvoir les consoler. Et c'était la femme de son père. Voilà. Ce qui s'est passé au Gabon, sous Ali, c'était un problème de distribution des apanages. Les Pascalines, les Christian Bongo et consorts ont estimé à un moment donné qu'ils avaient été exclus des apanages, ils ne jouissaient plus de tous les avantages auxquels ils avaient droit du vivant de leur père. Et comme Bongo s'était entouré des étrangers, ce que les Ping, qui a le visage chinois, avait un nom chinois, appelaient la Légion étrangère. Les Mexa Akrombesi, la Cruche Alianga, Michael Moussa, etc. Donc ils ont décidé de chasser la Légion étrangère parce qu'ils estimaient que ces étrangers-là ont pris leur place. C'était ça la bataille. La libération dont on parle là est une libération de ce qu'ils ont appelé la Légion étrangère. Quand M. Brice Clotaire Oligui m'a dit que son projet, c'est un jeune Gabonais, un taxi. Il visait les Camerounais qui font le taxi là-bas. C'est un programme essentiellement xénophobe. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord abattu Mexa en Crombessi en plein vol. Il a eu un AVC, on ne sait pas trop comment et tout, qui était et tout. Il est rentré chez lui au Bénin, s'est fait soigner. Ils ont entouré M. Bongo. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé lors du sommet de l'Organisation de la Conférence islamique. Il a eu l'accident qu'il a eu là. Toujours est-il que quand Brice Clotaire Oligui prend le pouvoir, la première chose qu'il fait, vous n'avez pas été très attentif, il va sur la tombe de Bongo, il jure d'encadrer les enfants de Bongo. Il réunit les enfants de Bongo et les rassure qu'ils vont recommencer à jouir de leurs avantages. Et il n'hésite d'ailleurs pas à le citer à chaque fois. Le fils de Bongo, qui était Denis Omar Bongo Junior, qui était rentré chez son grand-père à Brazzaville, il est allé le chercher, ainsi que sa soeur, les enfants d'Edith, en se prosternant sur la tombe d'Edith. Bongo s'est réconcilié avec le père Sassou, ramener ses petits-enfants, dire qu'il va occuper la place qui est la leur dans le régime, le système gabonais. C'est ce qu'on ne sait pas. Donc ce qui s'est passé au Gabon, c'est que c'était une guerre de maisonnée. Et lorsqu'il y a un gars, vous regardez la série Game of Thrones, tout ça là, c'est un peu ça quoi, les Borgia, The Crown, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans une maisonnée, on a estimé que celui qui était en place ne distribuait pas bien les apanages, on l'a mis de côté pour redistribuer davantage les avantages, donc rééquilibrer. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque vous écoutez Philippe Nanga, ça confirme ce que nous disons tous les jours. La société civile en Afrique centrale, contrairement à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique australe, a 3 problèmes fondamentaux, ou 4. Il parle de patrimonialisme, c'est d'abord ça le patrimonialisme. Deuxième problème, le bureaucratisme. Ces organisations-là sont hyper bureaucrates, sans assise populaire véritablement, d'où leur faible capacité de mobilisation. Quand vous voyez Y en a marre au Sénégal, tout le balai citoyen au Burkina Faso, ou bien tous les mouvements d'Afrique, ça n'a rien à voir avec nos ONG d'Afrique centrale.
Parce que ces professionnels de la société civile, qui sont là de manière éternelle souvent, n'ont qu'un rêve aussi, c'est entrer au gouvernement. Ils ne résistent pas à l'appel à la soupe. Ceux qui se plaignent au Cameroun aujourd'hui, si demain vous avez un bus au côté de l'Ingema, je vous jure que 95% des acteurs de la société civile camerounais vont entrer dans ce gouvernement s'ils sont appelés. Ça, je vous le dis. Tous ne dorment quand ils ne se rasent qu'en pensant être ministres. Et ces professionnels de la société civile-là, qui créent même des mini-ministères dans leurs organisations, n'ont qu'à avoir leur longévité au pouvoir. Troisième chose maintenant, c'est l'extraversion de leur financement. Qu'est-ce qu'un leader d'ONG va faire lorsque la France, qui est son principal financier de l'Union européenne, va lui dire que entre dans ce gouvernement et accompagne tel qu'un autre pion? 100% même de leur financement provient des appuis extérieurs. Ce qui pose déjà un problème. Vous connaissez un pays sérieux? La Chine est en train d'accepter des ONG qui sont financées par les États-Unis et tout. La Russie, les États-Unis même, ont une loi qui interdit à toute organisation sur le sol américain de percevoir le moindre coupé de l'extérieur. Mais tous les gens ici là sont au Freedom House chaque jour. Fondation Freedom Sheber et tout. Donc je vais vous dire que ce qui s'est passé. Vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure. Roland Sapi nous a rejoint, permettons-lui aussi de s'exprimer. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont là, d'abord du fait de leur bureaucratisme et de leur extraversion, l'un en langue même avec l'autre, ne pouvaient pas résister à l'appel à la soupe et ne pouvaient qu'avoir ce genre d'interprétation de surface-là que, en fait, qui sont en fait des justifications de leur dérivation. Que pour dire que non, vous savez, c'est un peu un sauveur et tout. Et ils ont encadré Oligui Nguema parce qu'ils n'en avaient pas le choix. Donc on comprend déjà à travers la prise de pouvoir d'Oligui Nguema que c'est une bataille d'intérêts qui se joue entre lui, entre les proches, entre les mêmes en tout cas. Mais en bas, il y a la population qui n'est certainement pas au courant de... C'est l'entre-soi. Oui. Voilà, on appelle ça en français l'entre-soi. La population qui n'a pas tous ses paramètres et qui est attendue aux urnes. Donc, le moment venu, elle s'est exprimée, mais curieusement, il y avait à côté l'ancien Premier ministre Ali Bongo qui est sorti deuxième, malheureusement, qui n'a pas gagné. Pourquoi miser également, pourquoi miser? Comment comprendre que la population décide de miser sur quelqu'un qu'elle dit l'avoir trahi, puisque le président Clotaire Oligui Nguema avait annoncé qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. Par la suite, il a lui-même enlevé la tenue. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'avait pas tenu à ses engagements. Pourquoi faire confiance à quelqu'un qui nous a trahis, premièrement, et laisser à côté quelqu'un qui a un programme politique assez alléchant, qui nous vend plus ou moins le rêve? Commençons par préciser que si Oligui Nguema a dit qu'il va remettre le pouvoir civil, il n'a pas dit que lui-même s'excluait des civils, puisqu'on est dans un jeu de pouvoir. Et sur cette logique-là, on peut constater qu'aujourd'hui, le pouvoir est au civil. Mais c'est face à la pression qu'il a décidé d'enlever la tenue. Peut-être, mais de toute façon, il n'est plus militaire pour l'instant. Il est civil. Donc au moins là, il a tenu sa parole. Maintenant, je comprends la prudence et la méfiance des autres co-panélistes qui estiment aujourd'hui que Oligui Nguema est là parce qu'il a taillé une constitution ou bien des textes sur mesure et tout. Sous-entendu que ces textes-là devraient être refaits si on veut être dans un cadre normal, démocratique et autres. Mais s'il a taillé sur mesure, c'est exactement ce que les autres avant lui ont fait, ce qui se passe dans d'autres États. Chacun taille d'abord. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Chacun taille d'abord ses textes à sa mesure. Et je ne veux pas m'étendre plus longuement sur d'autres explications, mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le pouvoir a ses règles, que ce soit pour la conquête que pour la conservation. Ça, ces règles qui sont sans doute immuables. Mais ce qu'il faut constater maintenant, c'est que, qu'on le veuille ou pas, le constat est simple, c'est qu'à un moment donné, le peuple gabonais, comme beaucoup d'autres peuples ailleurs, était fatigué d'être sous l'emprise d'une même famille. Même comme aujourd'hui, on peut expliquer que c'est la même famille qui est toujours là. D'accord. Mais le peuple, comme vous dites, en bas, est en train de constater que quelqu'un est venu de l'intérieur du palais même, les libérer.
j'insiste sur le mot libéré, même comme Emmanuel n'est pas d'accord, qu'on avait dit en plusieurs fois, parce que durer au pouvoir implique forcément des pratiques et des attitudes qui, à la longue, deviennent... Est-ce qu'il y a plus de liberté publique au Gabon? Pour le moment, oui. Je pense qu'il faut donc donner le temps pour apprécier. Mais pour l'instant... Est-ce qu'il y a plus de liberté publique? Vous ne pouvez pas parler de libération sans liberté publique. Bon, je parle du sentiment, je parle du sentiment de libération que le peuple a eu. Mais est-ce que ce sentiment est vrai ou pas? De toute façon, pour vous, les analystes peut-être ce n'est pas le cas, mais sur le terrain, les gars ont eu le sentiment d'être libérés du joug d'un pouvoir qui n'avait que trop duré pour eux. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la réalité. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Et par la suite, pourquoi est-ce que cette population a fait confiance à Oligui plutôt qu'au Premier ministre qui était civil? C'est normal. Non. C'est ça qu'il a éliminé les yeux, a pris Billy Binzi et pour en faire valoir, il savait qu'il n'allait pas. Moussa Joya, s'il vous plaît. Le peuple qui avait le sentiment d'avoir été libéré, il reste encore en eux le sentiment de reconnaissance. Et jusqu'à ce que ce peuple commence à être fatigué, peut-être dans les 5-6 années qui vont venir, parce qu'ils vont constater que peut-être les promesses tenues, la liesse populaire, les enthousiasmes qu'on avait est en train de s'éteindre sans qu'on ait des résultats. Mais en attendant, pour les premières années, on peut comprendre que ce peuple soit encore enthousiaste et il ne pouvait être autrement que de donner le maximum de suffrage à celui qui, pour le moment, est encore considéré comme celui qui peut les mener hors de là où ils étaient avant. Sachant que celui en qui il croit ne s'est pas complètement détaché de l'ancien régime, en tout cas fait partie toujours de l'ancien régime. Je me refuse pour l'instant, honnêtement, de faire le procès de la présidence ou bien de la gestion de Oligui Nguema. Parce qu'il n'y a aucun président qui a eu je vais dire par le passé, une gestion complètement unanime pour tout le monde. Il y a toujours des gens qui sont contre telle ou telle chose. Mais pour le moment, qu'on le veuille ou pas, on constate qu'on est parti d'un système soi-disant démocratique, parce qu'Emmanuel disait tantôt qu'il y a eu une élection, il y a un président qui a été démocratiquement élu et aujourd'hui il est en prison. Mais aujourd'hui, non, ce que je veux dire pour finir, c'est que progressivement, on est en train, qu'on le veuille ou pas, de comprendre l'hypocrisie qu'il y a derrière ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel. Parce qu'eux-mêmes expliquent que ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel, ça veut dire qu'on est en train d'être en harmonie ou bien fidèle au texte. Et tout le monde est d'accord que les textes sont généralement faits sur mesure. Donc, cet ordre constitutionnel, en réalité, on l'a constaté, ne correspond au bien ordre constitutionnel que pour ceux qui sont gestionnaires à ce moment-là. Et on a également constaté par le passé que les élections dites libres et démocratiques avaient tout sauf de libre et démocratique. Et ça a toujours été comme ça parce que Ali Bongo, qui était en train de reprendre le pouvoir et a fait même proclamer les résultats à 3 heures du matin avant que de l'intérieur on ne sorte pour dire que non, attends, ça en est un peu trop là. Il le faisait sur la base des textes, il était encore sur l'ordre républicain, mais on a compris très bien qu'il y a une forte hypocrisie dans ce qu'on appelle ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel en réalité c'est cette manipulation, cette fabrication que certains ont fait pour continuer à rester au pouvoir en ayant l'appui de l'extérieur, même en parlant de l'ordre constitutionnel. Mais en réalité, l'ordre constitutionnel a perdu de sa verve, de sa superbe, même si elle n'a jamais eu. Parce qu'on a constaté que l'ordre constitutionnel, c'était quoi? C'est qu'on doit aller aux élections supposées libres et transparentes. Or, de l'histoire du pluralisme en Afrique depuis 1990, il n'y a pas eu une seule élection présidentielle qui n'ait été fortement contestée par la suite. Justement, pour le cas de cette élection, les contestations sont vraiment minimes. Il n'y en a presque pas. Je voudrais d'abord faire des corrections, parce que dire que la société civile ne peut pas agir parce qu'elle est financée par n'est-ce pas, des institutions internationales, c'est une connerie de dire ça. Parce qu'il y a en Afrique de l'Ouest, où on prend comme exemple une société civile militante,
elle est entièrement financée par les mêmes partenaires que les organisations de la société civile d'Afrique centrale. Et archi faux. Bon, ce sera un autre débat. Le monsieur non, Moussa Njoya, c'est ma prise de parole. Monsieur Njoya, non, mais en même temps, je ne vous permettrai pas de parler ainsi de la société civile. En même temps, je ne vous permettrai pas de parler comme ça de la société civile. Vous n'êtes pas qualifié, vous n'avez ni la qualité, ni la compétence pour parler de la société civile. Je suis désolé. Vous n'avez aucune qualité, aucune compétence pour parler de la société civile. On peut vous laisser faire l'émission. En termes d'analyse, vous êtes complètement nul, monsieur. Complètement nul. Philippe Nangas. Vous n'en savez rien de la société civile camerounaise. Adressez-vous à moi, s'il vous plaît. Vous arrêtez avec ça. Donc, vous ne savez rien de la société civile. Je vous dis, en Afrique de l'Ouest, ces organisations entièrement financées par les mêmes partenaires. Vous permettez Moussa Njoya, vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. Maintenant, pour parler de la société civile au Cameroun, parce qu'il faut faire attention d'avoir cette lecture. Vous vous présentez comme politologue, je ne sais pas comment vous faites pour vous présenter comme politologue. Il faut avoir un minimum de lucidité dans l'analyse pour avoir la capacité de dire ce qui est. On nous écoute, il y a des téléspectateurs qui nous écoutent, et il me semble que, j'ai dit ici, qu'au sein de la société gabonaise aujourd'hui, vous avez des acteurs de la société civile qui évidemment ont joué le jeu, mais vous avez des acteurs de la société civile qui sont complètement contre ce qui est en train de se passer. Je l'ai dit. Il faut faire attention de globaliser et de dire « Ah, la société civile, c'est comme ça. En Afrique centrale, ils sont toujours comme ça. Ils sont incapables de faire comme les autres. Ils sont de ceci, ils sont de cela. » Monsieur Njoya Moussa, la société civile, un acteur, en tout cas, ce que je suis. En même temps, s'il vous plaît. Bon, alors, on ne parle pas de la société civile. On aura l'occasion de reparler plus tard. S'il vous plaît, maintenant, je vous prie, puisque vous avez envie de savoir. Oui. Non, je vais en parler. Je voudrais lui dire. En même temps, on peut vous laisser faire l'émission. On ne parle pas de la société civile ici. Je voudrais lui ouvrir les portes de l'ONG Un Monde Avenir, qu'il vienne s'asseoir. Et nous allons lui dérouler un certain nombre d'activités de mobilisation. Invitation reçue. Bon, ok, maintenant. Maintenant, monsieur Njoya Moussa, malheureusement, en termes d'analyse, je pense que vous avez des choses à revoir. On va revenir. Dis-moi ce que j'ai dit qui est faux. Le temps de calmer le tout ce que vous avez dit est faux. On va revenir à vous tout à l'heure. Oui, monsieur. Oui, partout. Njoya Moussa. Qu'est-ce que vous appelez mobilisation? La rue. Non, c'est pas ça une mobilisation. Non, je suis désolé. Vous n'en savez rien. Non, c'est pas. Non. Vous n'en savez rien. Non, je suis désolé. Non. À quel moment je suis technicien en mobilisation. Vous n'en savez rien. Vous ne savez rien de ce qu'on appelle mobilisation. Vous ne savez rien de ce qu'on appelle. Dans les salons photos de financement Moussa Njoya, s'il vous plaît. Pour votre gouvernement, la mobilisation, c'est un concept à travers. Non, vous racontez des histoires. La mobilisation, c'est fait dans la rue, sur la place, l'espace public. Non, je pense qu'il est bon. Il est bon pas vous donner une leçon. Non, vous avez tous les plans donnés. Vous êtes des petits professionnels de la société. Je vous donne des leçons. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Non, vous lisez les articles. Je vous enseigne la société civile. Parce que vous n'avez jamais mobilisé. Moi, j'étais activiste. Vous ne savez pas ce qu'on appelle mobilisation. Est-ce que c'est possible de vous calmer? Vous ne savez pas ce qu'on appelle mobilisation. Messieurs, vous n'avez jamais mobilisé. Bon retour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Tout s'est calmé sur le plateau et Hervé Mayengo comme à la parole. Voilà. Présidentielle au Gabon. Roland Tsapi évoquait cette légitimité et cette liberté dans les élections présidentielles en Afrique en général qui manque un peu. Avant le débat sur la société civile, vous vouliez intervenir.
Ben, écoutez, je voudrais dire que le rapport à la politique est un rapport qui doit être fondé sur les principes. Si vous êtes un excellent éditorialiste comme Roland et que vous faites cela à géométrie variable en disant non parce que bon, ailleurs c'est pas mieux, alors on peut faire ça partout, je ne me reconnais pas dans cette démarche. Parce que moi, je me suis engagé en politique avec des principes que je tire de mon éducation. Je suis presbytérien, je ne marche pas avec le mensonge, la violence et la répression de la justice et la liberté. Donc, Roland l'a dit de façon en disant, écoute, puisque ça se passe comme ça ailleurs, bon, ingurgitons cela. Et il dit encore quelque chose qui me paraît extrêmement grave pour un homme de mon âge. Moi, j'ai 72 ans. Et pour lui, le peuple peut accepter cela pendant 5 ans, c'est rien. Si ça ne marche pas, on va recommencer. Non, je n'ai pas le même rapport avec le temps. Nous devons respecter nos voisins et cousins gabonais en disant que nous les regardons, nous sommes comme un miroir, comme eux aussi nous regardent. Et que, bon, le peuple est peut-être malléable, mais nous qui avons la responsabilité de la parole publique, nous devons réaffirmer pour que la contagion des coups d'État fantaisistes, même si c'est dans le palais, on ne l'accepte pas. Et de ce point de vue, Moussa Ndiaye a eu raison pour dire que c'était une redistribution de cartes. Ce sont les mêmes. Il faut être sérieux. Et parce que ce sont les mêmes, tu dis au peuple, écoutez-vous, vous pouvez continuer à attendre 5 ans, ça va passer. Donc, moi, je souhaite pour le Gabon, puisque ce sont nos voisins, et je vous ai rappelé un mot du président Paul Biya, l'instabilité de nos voisins peut devenir un problème de sécurité nationale pour nous. Et donc nous ne souhaitons pas qu'il y ait de l'instabilité chez nos voisins. C'est le comportement qu'on a eu vis-à-vis même du Nigeria qui n'est pas dans la CEMAC. Parce que certains ne se souviennent pas, c'est le Cameroun qui a empêché que le Nigeria soit partagé avec l'affaire du Biafra. Nous n'avons pas accepté cela avec le Tchad, même si certains là-bas ne se souviennent pas. Chaque fois qu'il y a eu un coup de feu, en N'Djamena, nos villes ont été gonflées par 100. Et sans parler de la Centrafrique, où nous nous sommes engagés comme colonne vertébrale de la MONUSCO. Donc nous n'accepterons pas que ce qui se passe puisse entraîner un glissement de nature à créer l'instabilité au Gabon qui est chez nous. Vous comprenez? Donc, quand nous le disons, ce n'est pas pour leur donner des leçons. Même si c'était 100% des gens qui votaient, s'il y en a parmi eux qui ne se souviennent pas que c'est à base d'un coup dans le palais que le pouvoir a été repris et qu'on croyait chasser les bongos, en fait, ils sont entrés par la fenêtre, ils sont encore plus nombreux. Moi, mon propos est celui-ci, je n'ai rien contre qui que ce soit. Je respecte le président élu, si c'est la volonté du peuple gabonais. Mais il faut dire qu'il est quand même le président élu. Toute sa carrière militaire a été faite à la présidence. Oui. D'accord? Et quand vous le dites, ce n'est pas une histoire. On n'est pas allé le chercher à la maternité. Ce n'est pas un nouveau-né. Puisqu'à un moment, on l'a exilé. Même dans une garnison. Quand, à un moment donné, on l'a exilé au Maroc, c'était entre eux, ce sont les mêmes. La véritable libération, ce serait que ce ne soit pas ceux qui ont accompagné le régime Bongo qui viennent se faire voir. Alors, je dis quelque chose. Comment les Bongos ne sont plus là? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je ne reviens pas, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec Moussa Ndiaye, qui fait les réquisitions contre le RDPC. Mais pour une fois, là, il a été universitaire. Je vais vous raconter une histoire qui est exacte. Si j'étais une relation de BITB, Bessam, il s'est suicidé. On l'a réduit dans le rôle de l'héritier, n'est-ce pas, comptable du régime de Bongo, alors que nous savons c'était un excellent... Bizet. Il était un excellent ambassadeur à Yaoundé, il a été ailleurs, mais c'est lui qui a porté la croix. Alors que celui qui était encore plus proche du pouvoir, c'est-à-dire le général, qui était quand même le patron de la garde, lui, il a été chef d'état-major. Oui, alors je termine. Comment choisir quelqu'un qui est né, qui a été façonné par le régime? Je termine là-dessus. Je vais être télégraphique pour laisser que les combattants continuent leur affaire. Non, ils ne vont pas combattre. Non. Il y a une sorte de résurrection. Et Roland Tapi
est en train de baptiser pour une seconde fois un enfant qui a déjà reçu un baptême. C'est interdit pour les chrétiens. Nous sommes dans la semaine sainte. Oui. Vous savez que cet enfant s'appelle tant. Je respecte le musulman que vous savez. Et il fait comme si c'est un nouveau-né. C'est Jésus. Ce n'est même pas le Jésus qui rentre à Jérusalem au dimanche. Mais c'est un nouveau-né qui va amener les Gabonais au paradis. Wonderful! C'est le même Roland Grapi, l'éditorialiste intransigeant. Donc, moi, ça prie, mon frère. Donc, moi, je suis devant une situation, je souhaite la paix. Qu'il n'y ait pas de guerre au Gabon, mais je ne suis pas naïf pour penser que les Gabonais sont rentrés au paradis. Ça, je suis désolé, Philippe Nanga. Non, mais je ne l'ai pas dit. Et en le disant, et je termine en disant que Moussa Ndoya est violent dans son intervention, mais il dit une vérité. Je connais des gens qui se présentaient comme les défenseurs de droits de l'homme. Et je peux prendre un pari qui seront ministres d'État à la fin de la semaine quand on fera le gouvernement au Gabon. C'est vrai. S'il vous plaît. Je peux parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser tout ça. C'est vrai. Non, on ne parle pas de la société civile, s'il vous plaît. On ne parle pas du Cameroun. Je ne suis pas venu pour ça. Mais quand vous voulez, on parle. On va parler du Cameroun. Je souhaite qu'on reste sur les faits. Oui. Vraiment, les subtilités qui ont gouverné, qui ont fait en sorte que tel soit à tel poste se retrouve à tel autre. Vraiment, si on veut rentrer là-dedans, on ne va pas comprendre les enjeux. On ne va pas comprendre les enjeux. Les enjeux sont ceux-ci. On a au moins aujourd'hui une nouvelle figure, après vraiment, qu'on le veuille ou pas, des décennies à subir une famille nommément connue. Maintenant, si on veut trouver des affinités entre Oligui et la famille Bongo, bon, soit ça c'est pour les analyses, mais dans les faits, il est clair qu'aujourd'hui, au moins, on a un nouveau visage à la présidence de la République. On a une autre personne. Je n'ai pas dit qu'il était un saint. J'ai dit qu'au moins ça rassure les populations, ça donne au moins le sentiment que quelque chose change, que ça bouge. Et puis les populations n'ont pas besoin d'autre chose que ça. Ah oui. Les populations, à un moment donné, quand ils se sentent sclérosés, un peu comme condamnés, un peu comme obligés de subir une famille, ou plutôt un homme. Je comprends que Emmanuel soit autant réservé d'en parler parce que nous vivons la même situation au Cameroun. Il ne veut pas que l'assimilation soit faite. Mais en réalité, c'est ça. Mais sur ce plan-là, personne ne peut nier que la population a été libérée. Maintenant, Madame, où est-ce que... Madame, s'il vous plaît, là, on va le faire aussi le coup de Moussa et... Madame, s'il te plaît, Roland. Oui. Madame, je vous demande une faveur. Si on peut, la régie peut nous repasser la photo où le général est en rouge et il y a un militaire qui présente le respect des institutions. Ce sera fait tout à l'heure. Voilà. Dans un système où vous voyez un général de brigade, ce que Olivier vraiment est, et qui derrière lui a un général de division, c'est-à-dire son supérieur, qui présente, c'est le monde à l'envers. C'est tout ce que j'ai à dire en tant qu'ancien d'Institut de hautes études de défense nationale. Ce n'est pas un truc normal, ça confirme que c'est un coup du palais parce qu'un général de division ne se met pas au galabou derrière un général de brigade. Soit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour le moment, les faits sont là. Ce sont des faits sacrés. Maintenant, est-ce que dans les jours à venir, il sera en mesure de faire différemment que l'ancien régime ou bien il sera en mesure de continuer ce qu'il a initié depuis 2 ou 3 ans? Parce que je ne suis pas son défenseur, mais il faut quand même constater que depuis qu'il est arrivé là, il n'est pas aussi détesté que ça. Il y a quand même des mesures de réforme qu'il a initiées qui ont quand même rencontré l'adhésion de la population. C'est de ça qu'il s'agit pour le moment. Maintenant, quel va être son bilan dans 2 ou 3 ans? Je ne sais pas dire non plus qu'il faut que le peuple soit attentiste. Mais pour l'instant, au moins, on devrait quand même permettre qu'il y ait, disons, une période de latence. Parce qu'en même temps, Emmanuel ne peut pas être en train de dire qu'il faut qu'il y ait de la paix partout à côté, parce que sinon ça peut nous contaminer ici. Et en train de parler comme s'il était en train d'inciter ce peuple-là à ne pas accepter celui qui vient d'arriver là, parce qu'il n'est pas différent de ceux qui étaient là avant. Là, il y a un problème. Donc, il faut lui accorder le bénéfice du doute en même temps. C'est ça, et lui laisser au moins un temps pour le juger au pied du mur. Surtout qu'il passe de président de transition à président de la République désormais. Moussa Ndoya.
Hervé l'a dit tout à l'heure, vous jouez à un jeu, on ne comprend pas. C'est comme si vous prenez un enfant déjà baptisé, confirmé, etc., communié, confirmé, vous le ramenez encore à la cathédrale pour le baptiser à nouveau, dit que maintenant il s'appelle Paul, vous faites comme si c'était un nouvel enfant. Franchement, il faut être plus sérieux que ça. Je vais dire des choses simples et précises. Premièrement, chez nous en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la dépendance des sentiers, que les anglo-saxons ont théorisé, les gens comme Hills, qui permet de prévoir la trajectoire. C'est comme en astronomie. Quand vous voyez la lune, là, nous on a souvent les bagarres de lune à la fin du ramadan. Là. C'est vrai que les gens ne veulent pas utiliser les télescopes. Mais quand vous voyez la trajectoire, on peut vous dire que dans 2 ans, il y aura éclipse solaire entre 13h et 14h, ça sera visible au Cameroun, etc. La même chose est possible aussi en politique, en sciences politiques. Parce que lorsque vous voyez les mécanismes qui sont mis en place, c'est comme si vous prenez les arachides, etc., vous tournez, après vous voulez que ça sorte le coquille. C'est pas possible. Donc, les mécanismes qui sont mis là en place sont des mécanismes d'un régime patrimonial, extraverti, corrompu, bureaucratique et autoritaire. On ne peut pas produire autre chose que cela. Et tous ces ingrédients mis ensemble ne peuvent que prolonger la tragédie du peuple gabonais dans son sous-développement humain, culturel, infrastructurel et économique, social même. Il n'y a pas d'hôpitaux gabonais, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'université au sens propre du terme. Ce qui fait que seulement le coût des bourses à l'extérieur, y compris ici là, à Yaoundé, où les Gabonais viennent se former à l'ENAM, à l'université, etc., à l'IRIC et tout ça là, ça pose un sérieux problème au Gabon. Près de 70 ans après les indépendances. Mais la reconstruction va prendre du temps. Deuxième chose, si vous me permettez, de 55 ans de règne. Si vous me permettez, deuxième chose que je voudrais dire à mon frère Roland, c'est que le diable se trouve justement dans les détails. Quand vous voyez les guerres des régions qui ont fait 300 ans là, c'était sur des détails. Bien sûr. La nativité de Jésus, la divinité de Jésus, la date de Noël, etc. Quand vous voyez les protestants là, les détails que relevait Martin Luther, etc. C'était justement sur ces détails-là. Le diable se trouve dans les détails. Et si le problème avec nous en Afrique, surtout en Afrique noire francophone, d'Afrique centrale surtout, c'est que nous escamotons très vite les détails. On dit vraiment on se contente du peu, etc. Dès qu'on a fait un communiqué, qu'on a passé à la radio, on a dénoncé ceci, on a parlé, on estime qu'on a fait beaucoup, on a mobilisé, on s'est plaint, etc. Là où les autres risquent leur vie sur le terrain, in the field, comme on dit ailleurs. Vous voyez un peu. Comme la société civile. Voilà. Donc c'est la société civile, c'est sur le terrain. Hein? Les lieux, il y a un ouvrage fondamental qu'on appelle les lieux de la contestation, par exemple. Et vous pouvez lire Pomerol, même le défunt Feu Alexandre Chouala, sur une société civile si impure, qui vous explique un peu les lieux de la contestation et de la mobilisation. Donc, ce qu'on dit là, première chose, nous aimons nous contenter du peu en Afrique centrale. C'est pas opportunisme. Voilà, et pas opportunisme. Deuxièmement, nous sommes un peuple opportuniste et un peuple ventriote et ventriloque. Ce qui nous préoccupe, dès qu'on a un peu mangé à sa faim, on a un peu dansé. Vous avez vu la bataille qu'on mène par exemple au Cameroun pour maintenir le prix de la bière. C'est la même chose au Gabon. Ce qui s'est passé durant la campagne. Vous voyez un peu. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que mon frère devrait savoir, Roland Tchapi, la rupture et la réforme se traduit en termes de loi. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas deux indicateurs. Dans un État démocratique. Dans tout État même. C'est-à-dire que les réformes, qu'on soit en Chine, à Pyongyang ou aux États-Unis, tout, les réformes s'illustrent par une seule chose, ce sont les textes, le cadre réglementaire et législatif. Je mets quiconque, s'il te plaît. Que valent les lois quand elles ne sont pas appliquées? C'est à partir de là qu'on saura si elle est appliquée. Le premier indicateur d'abord, tu accouches d'abord pour savoir si tu as un enfant. Pourquoi tu t'appelles père? Tu dois d'abord avoir l'enfant. Maintenant qu'ils sortent mongols, voleurs, etc. Ce sont des enfants. C'est d'abord un enfant. Tu es déjà père. Un peu comme tu es d'abord père. Donc, l'acte de naissance de la réforme, dans tout système politique, c'est d'abord le cadre législatif et réglementaire. La loi fondamentale. Je demande à quiconque, pendant les 2 ans de transition et poussière, passé par Brice Clotaire Ligingema, qui nous montre une seule mutation
dans un seul domaine sur le plan législatif et réglementaire qui marque une évolution fondamentale en termes de liberté publique. Mais il a d'abord pris le temps pour faire le ménage. Madame, on fait le ménage comment? Le ménage, c'est pas une affaire de tu danses en route, à partir d'aujourd'hui, les gens de la société, tu rappes. Vous avez un problème particulier avec sa danse? Non, je vous dis ceci, je vous le répète encore. S'il vous plaît, madame, je vous répète encore ceci. Ce qu'on devrait retenir quand vous avez eu 2 ans et demi de transition, c'est qu'à la fin, on recense droit de l'audiovisuel et de la communication. Vous avez libéralisé le secteur, vous avez fait ceci, etc. Quitte à ce qu'on n'applique pas, on sent quand même qu'il y a un cadre relatif favorable. Sur le plan économique, vous avez favorisé la libre entreprise. Sur le plan associatif, la société civile, voilà ce que vous avez fait. Sur le plan des droits civiques et politiques, voilà ce que vous avez fait. Sur le plan des lois culturelles, voilà ce que vous avez fait. C'est l'ensemble de ces textes, la mise ensemble que vous consacrez au niveau de la Constitution maintenant, qui bâtit un nouvel État. C'est ça l'architecture d'un État. Maintenant, les acteurs vont commencer. Oui, les acteurs vont commencer leur configuration au gré des conjonctures maintenant. Économique, social, culturel qu'ils vont rencontrer, mais le cadre il est là. Quand De Gaulle arrive, la première chose qu'il fait en 1958, c'est mettre la 5e République. Les Deng Xiaoping, les Mao Tse-tung, etc., ils n'ont pas réformé le cadre législatif en 30 ans. Ils arrivent dit que voici le cap. Georges Boudot, on prend le pouvoir pour avoir la capacité de faire les lois. Donc Trump, par exemple... Trump a signé combien de décrets? Vous avez vu Donald Trump? Oui, on va venir à vous tout à l'heure. Donald Trump a signé combien de lois et combien de décrets en un mois? En un mois. 20 le premier jour. 20 le premier jour. C'est ça gouverner. Tu veux faire des réformes, tu partis d'abord ton cadre législatif réglementaire. Olivier Nguema a passé son temps à danser, aller à la télé, du coup, à partir d'aujourd'hui, vous allez venir aller au travail. N'oublions pas qu'il n'est pas en politique. Il n'est pas en politique. Napoléon disait que exercer un métier pour lequel on n'a pas été formé criminel. Mais il a été élu. On va passer à Philippe Nanga cette fois. Ramenons un peu, revenons au contexte camerounais. Nous sommes en année électorale. Nous sommes en année électorale et le Gabon, d'une manière ou d'une autre, va parler aux Camerounais parce qu'il y a eu il y a eu une élection dans le calme, dans la sérénité. Laissons l'expression de la démocratie que vous contestez et tout le reste. Il y a eu une élection qui s'est tenue dans le calme, dans la sérénité, avec de légères contestations, mais au moins un peuple qui, à la fin de ce scrutin, est satisfait d'avoir donné sa voix, d'avoir exprimé son vote, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des chances, sans coup d'État, sans putsch, que le scénario gabonais se produise au Cameroun en 2025, de votre point de vue? Le scénario sur quoi? Sur l'élection. L'élection libre, transparente, dans le calme. Élection dans le calme et la sérénité. Voilà, laissons la transparence. Je crains de dire que non. Je crains de dire que non. Vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure. Alors, on va rester... Parce qu'il y a un débat là que moi je considère comme un débat de perception, voilà, de compréhension, parce que vous avez posé à chaque fois la question, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? On essaie d'expliquer pourquoi ça se passe comme ça sans rentrer dans les... Et donc, la réalité c'est qu'on vient de voir une élection qui s'est déroulée pendant la campagne, sans heurts, sans bagarre, sans violation de liberté publique. On n'a pas vu un concurrent politique voir ses meetings interdits. On n'a pas interpellé un acteur qui prenait la parole dans un média. On n'a pas interdit un média. Bon, voilà. Le schéma est totalement différent au Cameroun. Depuis quelque temps, on voit très bien ce que nous vivons. J'ai envie de dire qu'on est complètement à l'opposé. Si on a vu au Gabon un process où les candidats, les concurrents politiques peuvent se déployer sans crainte. Je dis bien sans crainte. Le président, celui qui est désigné comme vainqueur aujourd'hui, faisait ses mouvements de l'autre côté. Les autres, voilà, faisaient ce qu'ils avaient à faire de l'autre côté. Les médias faisaient ce qu'ils avaient à faire. En tout cas, on n'a pas vu pendant la période, tout au moins la courte période de campagne, ces 3 derniers mois, on n'a pas vu, n'est-ce pas, ces 3 derniers mois, n'est-ce pas, de mouvements de contestation violente à l'endroit des concurrents politiques ou des acteurs de la société civile. Depuis quelque temps, chez nous, c'est tout l'inverse.
les signaux ont été lancés depuis l'année dernière. Vous avez quand même un ministre de l'administration territoriale qui a interdit à des organisations, à des formations politiques légalement constituées de se mettre ensemble pour se déployer sur le terrain. Il a fait une sortie pour dire qu'il n'en veut pas. On a vu, n'est-ce pas, un ministre de la République quand même sortir pour s'insurger sur le fait que des acteurs politiques étaient sur le terrain en train de mobiliser les citoyens à aller s'inscrire. Okay. D'accord? On a vu aujourd'hui des leaders politiques voir leurs réunions, je parle de réunions, je ne parle pas de manifestations, les réunions, n'est-ce pas, être interdites alors que ça devrait se dérouler dans des lieux privés. On a vu des meetings interdits. On a des présidents des partis politiques déniés par l'administration publique alors qu'il y a des décisions qui existent, n'est-ce pas, reconnaissant des gens comme étant les responsables de leurs partis politiques. Donc on est dans un environnement totalement différent. D'où, n'est-ce pas, ma crainte de dire que si les choses ne changent pas d'ici là, je ne suis pas certain qu'on ait une élection apaisée. Donc le schéma il est totalement différent et c'est pour ça que je pense que je reviens encore sur la perception au Gabon où les gens ne vont pas dans les analyses de fond. Moi, je suis d'accord, hein, quand on fait des analyses, je l'ai dit d'ailleurs, je conteste, j'ai vu le jeu, j'ai lu la constitution qui a été fabriquée, je conteste totalement. Je suis totalement contre la prise de pouvoir par oui, je suis désolé, c'est vrai. Mais maintenant, la perception, c'est que vous avez une population qui a le sentiment d'avoir, n'est-ce pas, bénéficié d'une sorte de libération du fait de la prise de pouvoir pendant des années par une famille. Et donc ça crée un souci. Et chez nous, on commence à avoir ce sentiment-là. Même si le grand frère qui est là ne va pas l'accepter, la réalité c'est qu'aujourd'hui, le sentiment général, moi je sors du Nord, j'étais à l'Est il y a quelques semaines, dans le cadre de nos activités, nous faisons le tour du Cameroun, et je peux vous garantir que la perception, c'est que les gens commencent à se dire, attention, 43 ans, ça nous semble quand même un peu trop. Et dans les 43 ans, dans ce reproche qui est fait, le RDPC au centre, Hervé Maniakom, il nous reste 3 minutes. Une minute pour vous, 1 minute pour Moussa Njoya, 1 minute pour Roland Sapi. Je vais lancer le chrono et vous allez respecter le timing. Au sein du RDPC, on a l'impression que ça ne marche pas. En tout cas, qu'on perd un peu la sérénité entre l'affaire Taylor-Onana et cette mobilisation Tellier Onana et cette mobilisation dans l'extrême nord qui fait problème. 2025, une année électorale, est-ce que le RDPC ne craint pas un peu que les choses ne se passent pas comme... Vous me donnez 1 minute, je l'accepte, après avoir laissé à un procureur, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes en train de me perturber. Après avoir laissé à un procureur de faire son chapelet de contre-vérité, de contre-sens, et en faisant des comparaisons n'est pas raison, madame. Vous comparez un pays qui a 1,5 million d'habitants, ce qui ne met pas la population de la cité sikh, et 900 000 électeurs, et vous dites tout s'est bien passé. Donc au Cameroun, ça ne pourra pas bien. Donc je ne vais pas suivre ce chemin. Puisque vous m'avez posé une question sur le RDPC, la prochaine fois, quand vous voulez faire une émission pour des analyses comparées, je suis disponible, surtout si vous invitez les gens pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. Mais je crois qu'en ce moment, ils sont trop téméraires. Pour parler du RDPC, vous êtes militant du RDPC. Et à défaut de l'être, Moussa Njoya, même quand il met la mauvaise foi, il a lu au moins les statuts du RDPC. C'est pourquoi je vous demande à vous de parler du RDPC. Vous avez depuis quelque temps des gens qui parlent au nom du RDPC, interprètent son évolution, sa vie interne, ils ne connaissent même pas l'article 1 des statuts du RDPC. Il faut que ça s'arrête. Deuxième chose, je vais faire télégraphique parce que j'attends votre invitation. J'ai répondu à l'invitation. Sapi et moi, on est amis depuis 40 ans. Donc on se dit, Moussa est né en commando. Il vous reste 30 secondes. Et Nangaï, je connais bien. D'accord? Oui. Vous ne pouvez pas être militant qui a bénéficié de l'investiture pour devenir conseiller municipal après avoir séjourné peut-être même pas 6 mois, c'est-à-dire vous êtes téléporté, vous êtes en voyage au RDPC, et vous vous permettez de nous dire comment on tient un congrès. Vous donnez la parole à ces gens, vous devenez les caisses d'amplification de quelqu'un qui ignore même les fondamentaux
de l'association dont il se déclare membre. Voulez-vous que je réponde à quoi? Je dis simplement, bon, je le dis pour que Moussa Ndoya, qui a une voix, le dise aux autres. Je pense que nous avons nos responsabilités au RDPC. Nous acceptons comme militants à des gens à qui on ne donne pas les statuts, qui n'ont jamais lu les statuts, et nous fonctionnons avec des gens qui sont en tourisme politique chez nous, et quoi que tout est facile, simplement en aboyant. Ce qui m'interroge, et nous sommes en train de travailler dessus avec des camarades, est-ce que ce n'est pas simplement un masque qui est tombé, un visage qui cache en fait un agenda d'un groupe? Parce que je ne comprends pas comment un militant qui a eu tant d'avantages, de privilèges, nous ne sommes pas une agence de privilèges, et qui se met à nous donner des leçons, et là on découvre qu'il n'habite même pas la Léquier, et qu'il a été désigné conseiller municipal. De ce point de vue, pourtant, il est militant et il a une carte. Je m'adresse à mes camarades. Non, je termine là-dessus parce que c'est télégraphique. Vous m'avez mis devant 3 procureurs. Il faut que je dise l'essentiel. Madame, ce que je dis à mes amis, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, aller au-delà du fait que c'est un militant qui ignore les statuts et aller commencer à lui enlever son mandat de conseiller municipal, là, je ne suis pas d'accord. Parce que tout le monde sait, si c'est vrai ce que mes camarades disent dans la lecture, qui n'assistaient pas au conseil, il fallait le faire hors de cette période. Ça crée une confusion, comme si nous nous servons de l'État pour régler nos problèmes internes. Nous avons des capacités de contenir ce genre d'adversité. Je termine sur Marois et l'Est. Non. Parce que ça concerne les gens que j'aime. Vous avez dépassé c'est le désordre. Le mouvement RDPC vertical avec ses 4 millions. Vous voulez organiser des manifestations et tout. Obéissez à l'ordre du parti. Place à la discipline. Nous allons le régler en interne. Et comme Moussa Ndoya fasse les réquisitoires contre nous, il est dans son rôle d'universitaire. Mais quand j'entends un membre de la société civile dit que on va être à la fin du monde, à 3e On n'a plus le temps, vous calmez. Madame, non, je vais abuser d'1 minute. Non, vous avez déjà Pour être candidat aux élections au Cameroun, il faut répondre aux critères de la loi fondamentale. Voilà un politologue. Si maintenant vous pouvez vous lever, vous écrivez un truc de 10 pages, vous devenez l'homme qui a le programme. Je sais qu'on est en haute saison de démagogie, mais nous allons résister à cela. Vous attaquez à qui de manière indirecte? Vous adressez à qui de manière indirecte? À tous ceux qui publient n'importe quoi en disant que c'est un programme politique. Je peux vous dire, le peuple camerounais souverain ne se laissera pas abuser. Merci. Une minute. Non, 1 minute. Moi, je voudrais juste préciser une chose. Pour peu, je suis un peu d'accord avec Hervé sur comparaison n'est pas raison. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Non, on n'a pas le temps. Non, une seconde. Okay. Permettez-moi, ne soyez pas frileuse. On est en 2003. Lansana Conté est candidat pour la énième fois en Guinée-Conakry. Vous savez comment ça s'est passé l'élection? Lansana Conté était tellement vieux grabataire que quand elle est partie voter, on a déplacé l'une du bureau de vote pour sa voiture. C'est dans la voiture qu'il a envoyé un peu sa main, il a voté. Il est rentré en prison. Il est rentré. Il n'est pas en prison. Non. Il est en résidence. S'il vous plaît, Hervé, il a voté dans sa voiture. Il est reparti dans son village, il s'est couché sur son lit de malade. Il a été relié à 95%. Il est calmement mort de son diabète. C'est là où les Dadis camarades sont venus pour dire que les schémas ne sont pas les mêmes. Vous voyez un peu, les schémas ne sont pas les mêmes. Mais je suis par principe, je suis un démocrate tocquevillien. Je suis par principe contre toute présence des militaires au pouvoir. Merci. Je suis par principe contre toute présence des militaires. On ne peut pas relativiser cela. Parce que si nous relativisons cela, la première victime des militaires au pouvoir, ce sont les libertés publiques, c'est la classe politique civile, c'est le progrès du pays à terme. Donc, moi je pense que il faudrait avoir prendre beaucoup de choses avec beaucoup de lucidité. Et le peuple n'a jamais été intelligent nulle part. Hein. C'est pas les leaders et tout. Vous insultez le peuple? Non, je n'insulte pas le peuple de manière froide. C'est-à-dire le peuple, la psychologie des foules, c'est comme ça, Gustave Le Bon. La psychologie des foules, c'est comme ça. C'est l'instinct grégaire qui prévaut souvent. Merci Moussa Ndoya, merci messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain 19h30.